C'est une société où il y a à la fois des pratiques sexuelles qui sont les mêmes pratiques que partout ailleurs. هذا حرام حرام حرام. كتجيني مسألة شوية معقدة. J'entendais toujours le mot ah non حشومة, il faut pas faire ça. إلا البنت موافقة والولد موافق ألوغ شغلهم هذا. الأفلام التركية هما اللي يخرجوا على الدريات بزاف. القانون ما خصوش يجرم هذه المسائل. حرام اصلا انا بنفسي ما كنقدرش نصبر. لا مستحيل. بس انا ما نكذبش عليك ما كاينش الحب في Au المغرب. contraire, on a été capable d'évoluer. هو كيشوف عريانة. ما نزقلهاش. Au 18e siècle, mais on n'arrive pas à علاش assumer. غنجرموهم؟ En gros, faites ce que vous voulez, mais faites-le en cachette. Yadrekum raskum, si vous avez mal à la tête, c'est normal. Parce qu'on va parler d'amour, de relations et de sexualité au Maroc. Et vous allez voir, c'est pas toujours simple. Ma'akoum Tahami, et vous êtes sur l'OVNI Podcast. Yallah, ok. Allez, on est live. Salut Soumeya, Salut. ça va? Ouais, ça va, alhamdoulilah, et toi? Ouais, super. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire de l'épisode. Il n'y a pas de problème, ça me fait plaisir. Et moi, ça me fait plaisir, d'autant plus que c'est un sujet très intéressant et je pense que c'est un sujet dont on parle pas beaucoup. Je dis ça à chaque fois en fait que je fais un épisode parce que moi, j'essaie de parler des sujets qui, mais je crois pour le coup vraiment le sujet il y a le rapport au corps et à la sexualité pendant la grossesse et après l'accouchement, c'est un sujet qui, pour lequel il y a beaucoup de fausses idées, on entend beaucoup de choses et il y a beaucoup de culpabilité aussi qui se crée dessus. Donc, je suis très content qu'on en parle. Et puis avant de commencer le sujet, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bien sûr. Donc, je m'appelle Soumeya, je suis franco-marocaine. J'ai 27 ans et je suis coach en développement personnel et j'aide les gens qui sont un peu paumés dans leur vie, qui traversent une crise existentielle. Et la raison pour laquelle je fais ça, c'est en partie parce que moi-même, après avoir donné la vie et pendant ma grossesse, je me suis retrouvée vraiment confuse. J'avais l'impression de plus savoir qui j'étais. Et donc, c'est quelque chose que je fais et je pense que c'est pour ça que je suis là avec toi aujourd'hui. C'est pour parler de mon expérience en tant que mère. Ouais, ce que j'ai traversé quand j'étais enceinte et quand j'ai donné la vie. Et Soumaïa, donc avant de devenir maman, est-ce que tu te posais des questions sur l'impact que ça pouvait avoir sur le rapport que tu as avec ton propre corps et à ta vie sexuelle aussi? Non, pas du tout. J'y avais jamais pensé et je pense que c'est parce que c'est pas un sujet qui est commun, c'est pas quelque chose qu'on va étudier en cours, en sciences, à l'école. C'est pas quelque chose que j'ai abordé avec mes sœurs ou ma mère. Je suis la première à avoir donné la vie dans ma famille. Et parmi mes amis aussi, j'étais la première, j'étais la plus jeune à avoir un enfant, etc. Donc, il n'y avait pas vraiment de personnes expérimentées autour de moi déjà. Ensuite, j'avais cette impression que après l'accouchement, j'allais retrouver mon corps d'avant. Et jamais personne ne m'a dit non, mais en fait, pas du tout. C'est vraiment, il y aura une grande différence entre la personne que tu étais, le corps que tu avais avant l'accouchement et après. Et aussi, pas seulement du point de vue corporel, mais aussi émotionnel et psychologique. Personne ne m'avait préparé. Donc, à la fois, il n'y avait pas ces pensées-là parce que personne ne te le dit. Et il y avait personne avec qui en parler aussi. Ouais. Et dans ton entourage, par exemple, moi je pense aux femmes qui t'entourent. Est-ce que c'est un sujet qui était parfois abordé? Et si c'est le cas, comment c'était abordé dans ton entourage? Je me rappelle, j'ai une bonne relation avec ma mère, du coup je lui parlais souvent de comment je me sentais. Et ma mère, je veux dire, elle a 5 enfants, la plus grande étant ma petite sœur qui a aujourd'hui 20 ans, donc ça fait longtemps, tu vois, qu'elle a vécu ces transformations et cette expérience d'être enceinte et de donner la vie. Donc, si tu veux, elle n'arrivait pas à créer cette connexion avec ce que moi je traversais.
Surtout que je suis passée par une période de dépression. J'ai eu une dépression prénatale et postnatale. Mhm. Et culturellement, moi, ma mère, pour elle, c'était quelque chose de complètement inconnu. Tu vois, la dépression chez nous, qu'est-ce que c'est la dépression chez nous? C'est tu pries Mhm. pas assez, ma fille, t'es pas assez patiente, tu vois. Ouais. Donc déjà, il y avait ce néant un peu entre nous quand je parlais de ce que je ressentais, des transformations dans mon corps. Et puis il y a aussi cette pudeur quand tu parles avec ta mère aussi. Ouais. J'ai jamais parlé de sexualité avec mes parents, hein. Donc ce côté-là, je l'aborderai pas et je l'abordais pas à l'époque aussi. Mhm. Sinon, les autres femmes autour de moi, j'étais du genre à faire des recherches sur Google, tu vois. Mhm. Quand Ouais. j'étais stressée, quand je me sentais un peu anormale, si on prend l'exemple de la vie sexuelle, par exemple, quand ton désir, quand tu es enceinte, il est complètement différent d'un mois à l'autre, d'une semaine à l'autre, tu commences à te poser des questions, tu tapes sur Mhm. Google, qu'est-ce qui va pas avec moi, tu vois. Et Google, c'est le pire ami que tu peux C'est avoir. clair. Tu finis toujours par avoir un problème 10 fois plus grave que ce que tu pensais. Exactement, Ouais. ouais, voilà. Même après l'accouchement, j'ai mis beaucoup de temps à reconstruire un rapport avec la sexualité qui était sain parce que c'était très douloureux, tu vois. Et pareil, Mhm. personne ne m'a dit, ben, après l'accouchement, ça risque d'être douloureux, peut-être, peut-être pas. Mais si ça l'est, il faut faire ci, ça et ça, tu vois. Personne ne m'a dit ça. Et j'avais pas de rapport avec mon médecin traitant qui faisait que j'étais à l'aise pour parler de ces choses-là parce que j'avais jamais le même médecin traitant déjà, d'une. Mhm. Donc, tu te retrouves sur Google à taper pourquoi ça fait mal, pourquoi j'ai pas envie, Mhm. et tu te dis, mais est-ce que je suis asexuelle ou pas? Parce que je coche toutes les cases, tu vois. Ouais. Donc, ouais, c'est une période assez difficile et c'est pour ça que maintenant, je suis contente de parler davantage de ce sujet, de dire aux femmes qui sont déprimées quand elles sont enceintes ou qui se retrouvent à ne plus aimer leur corps après avoir donné la vie que c'est Mhm. normal et qu'il y a certaines choses à faire, il y a certaines étapes à suivre qui font que le chemin est moins difficile. Ouais. Et à ton avis, enfin, je sais pas si tu as une réponse à cette question parce elle est très vaste, mais il y a un tabou autour de la sexualité pendant la grossesse et des deux côtés d'ailleurs. Enfin, on va dire dans un couple hétérosexuel, du côté de la femme, comme tu dis, il y a certains changements auxquels peut-être elle n'est pas préparée ou il n'y a pas eu suffisamment de discours là-dessus. Mm. Il y a aussi pas mal d'hommes qui ont des difficultés aussi à imaginer une vie sexuelle avec leur femme enceinte. Donc il y a beaucoup, et on va dire, il y a beaucoup d'incompréhension, il y a beaucoup de difficultés à aborder le sujet. Pourquoi, à ton avis, c'est aussi tendu et sensible comme sujet? Je pense que il y a plusieurs raisons, comme tu l'as dit. Une des raisons, c'est sûrement la façon dont on voit la mère en général. La mère, c'est Mhm, peut-être quelque chose de sacré pour certains hommes. Et quelqu'un qui porte la vie, c'est quelqu'un qu'on ne devrait pas sexualiser, toucher, percevoir d'une certaine façon. Je pense qu'il y a un peu de ça. mhm, Après, pour les hommes qui n'ont pas ce problème de mal définir la femme enceinte ou la femme mère, on va dire, il y a aussi beaucoup de mythes autour de la sexualité pendant la grossesse, le fait que peut-être ça peut faire mal, peut-être qu'il y a des positions qui vont faire qu'on touche le bébé, des trucs un peu fous, tu vois, des mhm. espèces de De légendes rumeurs, urbaines, ouais. des légendes, je t'ai dit, des légendes, ouais, qui font que on, on se met des barrages alors qu'au final, à mon avis, c'est le meilleur moment de développer sa sexualité avec son conjoint parce que après, ça devient compliqué un peu. Ouais. Donc ces 9 mois-là, c'est un peu les derniers 9 mois de liberté. Ah, c'est intéressant que tu dises ça, parce que c'est pas du tout l'image qu'on en a. Là, enfin, on a l'impression que ça s'arrête au début de la. Ça y est, dès qu'on commence Hmm. à voir les signes de grossesse, je pense que beaucoup de gens se disent, eh ouais, c'est un peu la fin. Ouais, bah, je pense que c'est pas du tout le raisonnement qu'il faut suivre parce que, au contraire, la femme enceinte, elle va avoir beaucoup de besoins en termes de présence, d'attention, de désir Mhm. sexuel. Enfin, tout le monde est différent, bien sûr. Ouais. Euh, mais je sais que personnellement, quand j'étais enceinte, j'avais énormément de désir Mhm. et que, ouais, c'était le moment parfait
d'un peu explorer ma sexualité, etc. et de me rapprocher de mon conjoint avant cette étape décisive qui allait être d'avoir un enfant ensemble, tu vois. Ouais. Donc, pour moi, au contraire, il faut encourager le contact, encourager la découverte pendant ces 9 mois-là, parce que après, il y a les nuits sans sommeil, il y a la nouvelle routine, il y a devoir mettre l'enfant en premier, en priorité, très souvent. Il y a moins de temps, il y a moins d'énergie, etc. Donc, ouais, non, pas du tout. Et puis, tous les mythes, là, il faut faire des recherches, j'allais dire Google. Ouais, pour les démonter un petit peu. Ouais. Ouais, exactement. La plupart du temps, c'est très safe d'avoir des relations pendant la grossesse, il n'y a pas de souci. Même jusqu'à la fin, surtout à la fin quand le bébé ne veut pas sortir, par exemple. Au contraire, avoir des rapports, ça peut être un moyen de déclencher l'accouchement, etc. Donc, ouais, il n'y a pas de souci. Il faut arrêter de croire les choses qu'on entend sans savoir si c'est vrai ou pas. Et toi, pendant ta grossesse, tu n'avais pas de mal à parler de ça avec ton conjoint? Bizarrement, ouais, pendant la grossesse, ça allait beaucoup mieux qu'après. D'accord. Ouais. Bon, après, on n'était pas des très grands communicateurs parce qu'on était jeunes et qu'on avait peu d'expérience. Mais je me souviens que oui, ça allait mieux pendant la grossesse qu'après parce que, bon, après, ma dépression, elle a augmenté avec le temps. Elle s'est détériorée, je veux dire, mon état mental. Ouais. Donc, c'est de plus en plus difficile de parler, de s'exprimer, de communiquer de façon positive et sereine avec le temps. Et justement, une fois que tu as accouché, est-ce que tu peux me parler un petit peu de comment ton rapport à ton propre corps a changé, que ce soit positivement ou négativement, quel impact ça a eu? Enfin, quand je dis ces rapports au corps, bien sûr, il y a aussi le rapport il y a aussi le côté mental aussi. C'est pas uniquement. Je comprends bien qu'il y a une variable exactement. Ouais, moi personnellement, j'ai perdu beaucoup de poids. Et je sais que pour la plupart des femmes, c'est l'inverse. Mais le résultat, il est le même au final. Il y a une espèce de sentiment de plus reconnaître son corps déjà. Donc, je me souviens, je me regardais dans le miroir et je me reconnaissais pas. Je me sentais pas bien dans ma peau. Et ça, c'était assez nouveau pour moi, tu vois. Et comme je t'avais dit, il y avait cette déception de ne pas retrouver mon corps d'antan après l'accouchement. Et ce que je veux dire par là, c'est tu ressens des douleurs que tu n'as jamais ressenties avant. Enfin, tu as la poitrine qui change parce que voilà, tu produis du lait. Ouais. Déjà, si tu allaites en plus, si on va dans l'allaitement aussi, ton corps n'est plus vraiment le tien parce que tu le mets à la disposition de ton enfant assez fréquemment pendant la journée. Il y a le muscle du périnée aussi qui est complètement chamboulé par l'accouchement naturel. Donc, tu te retrouves à galérer pour te retenir quand il faut faire pipi. Si quelqu'un te fait rire, tu te fais pipi dessus. S'il faut courir, tu te fais pipi dessus. Ouais, non. Il y a toute une rééducation qu'il faut faire seule. Ouais. C'est ça qui m'a le plus choquée, c'est que j'étais seule face à moi-même et ces changements et que j'étais pas préparée. Donc, mon rapport à mon corps, il a vraiment... j'étais pas bien dans ma peau, en fait, pendant très longtemps. Et est-ce que toi, avant, tu étais quelqu'un qui avait un rapport, on va dire, positif à ton corps? Ouais, j'avais toujours... J'étais toujours quelqu'un qui avait confiance en elle, etc. Quelqu'un qui, même si j'étais assez fine, même si je me prenais des réflexions du genre, ouais, tu sais... ما مالكي واش ما عندهمش الماكله في الانجليز ولا les commentaires des mamans arabes, on les connaît. Voilà. Et puis c'est pareil quand tu prends du poids, je suis sûre, il y a toujours des commentaires de toute façon, quoi que tu fasses, quelle que soit ton apparence. Mais à l'époque, moi, j'étais toujours confiante et j'étais toujours sûre de moi d'une façon que ça m'atteignait pas. Mais après ce changement-là, et je pense ça m'a affectée psychologiquement et mentalement. Et du coup, ça a eu des répercussions sur mon couple et sur ma vie en général énormes. Genre, je me disais des trucs incroyables. Dans ma tête, il y avait énormément de pensées négatives du genre
non mais j'ai trop changé, mon corps il est trop différent, donc je suis plus attirante, donc il n'est plus attiré par moi, donc il ne veut plus être avec moi, donc il va me tromper. Tu vois, c'était des choses, une boule de neige en fait. Et du coup, l'impact que ça a eu sur ton couple, ça a été quelle nature? Sur le couple, c'était dans ma tête, il se passait beaucoup de choses et je communiquais pas là-dessus. Du coup, sur le couple et sur notre vie sexuelle, ça s'est transcrit en beaucoup de rancune venant de moi parce que déjà, j'avais plus forcément envie d'être sexuellement active à ce moment-là parce que je me sentais pas bien dans mon corps. Parce que j'avais l'impression que lui, il le faisait juste pour le faire, que ça venait pas d'un sentiment de désir, d'être proche de moi, etc. Du coup, tout ça, c'est devenu un cercle vicieux où j'avais pas envie de le faire, mais on le faisait quand même et je le disais pas. Du coup, je construisais encore plus de rancune là-dessus. Lui, il le voyait pas forcément, donc la rancune, elle grandissait encore plus. Tu vois. Les rapports, ils étaient pas agréables pour moi parce que j'avais pas envie, parce que ça faisait mal. Moins j'avais envie, plus ça faisait mal. Tu vois le cercle infernal qui s'arrête jamais. Et la seule façon de mettre un terme à ça, ça a été de communiquer sur ce qui se passait dans ma tête et dans mon corps. Et comment tu l'as fait? J'ai dit tout simplement ce qui se passait. J'ai dit, ça fait mal, je suis pas prête, je pense, il faut qu'on fasse les choses différemment. Je pense que cette communication, souvent les femmes pensent que l'homme sait ce qui se passe, mais en fait, il a aucune idée de ce qui se passe. Moi, je pense vraiment, je pense qu'il faut vraiment partir du principe que le mec n'a absolument aucune idée. Même si il s'avère que c'est faux, mais it's a safe assumption, je pense, à avoir. C'est tout bête, parce que nous aussi, je pense qu'on a absolument zéro information sur ces sujets-là, donc on ne sait pas trop, en fait, on comprend pas tout à fait ce qui se passe. C'est pas pour dire qu'on n'est pas responsable, tu vois, on est tous responsables d'aller chercher les informations quand ta femme est enceinte, d'essayer de comprendre peut-être son état mental, ce qui se passe dans son corps et tout. Mais c'est pas pour dire que les hommes, ça y est, mais bon, il y a encore aussi je pense, un long chemin avant qu'on puisse avoir autant d'informations qu'on en a besoin. Ouais. Et en plus du manque d'informations, il y a un espèce de romanticisme de la vie après l'accouchement dans les films aussi. Ah oui? Ouais. Je sais pas, tu sais, quand tu regardes des films, déjà la meuf, elle est belle après l'accouchement et tout. On dirait que c'est rien passé. Moi, j'avais l'impression il y avait un train qui m'avait écrasée. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Ah ouais. Il y a ça, même dans les films, les relations de couple, tout va bien après l'accouchement, etc. Du coup, moi, j'étais persuadée qu'il était censé savoir ce qui se passait dans mon corps et dans ma tête. Mais non, c'est jusqu'au moment où je lui ai expliqué et qu'on a fait les choses différemment que les choses ont été plus saines et plus faciles pour moi et pour lui, du coup. Et comment il a réagi, lui, quand tu as mis le sujet sur la table? Franchement, ça a été surprenant parce que souvent, on s'attend à ce que le conjoint le prenne mal ou soit sur la défensive parce que du coup il se dit c'est moi qui ai fait quelque chose de mal ou elle me dit que je suis pas bon ou nanani nana. Mais en fait non, la plupart du temps ça se passe pas comme ça. La plupart du temps la personne elle est ouverte à améliorer les choses parce que ça la concerne aussi, parce qu'elle t'aime et qu'elle veut le meilleur pour toi aussi, tu vois. Donc c'est comme ça que ça s'est passé, c'est comme ça que ça se passe dans le meilleur des cas et dans la plupart des cas aussi quand moi je coach mes clients et que je leur dis il faut avoir le courage de dire les choses telles qu'elles sont. Et la première chose qu'ils me disent c'est non mais il va réagir d'une telle façon, il va réagir comme ci comme ça. Et moi à ce moment-là je leur dis mais qu'est-ce qui te fait dire que ça va être comme ça pour sûr, tu vois? Oui. Et ils n'ont pas la réponse à ça, ils savent pas. C'est juste leur cerveau est tellement entraîné à se préparer au pire. Oui. Que c'est naturel pour eux de raisonner de cette façon pessimiste. Et quand ils le font vraiment, quand ils ont vraiment cette conversation, ils sont surpris de voir que la personne, au final, elle est contente d'améliorer les choses. Qui ne serait pas content d'améliorer les choses dans son couple, dans sa famille? Oui, c'est vrai.
Après, je pense qu'il y a aussi certains couples ou certaines personnes en général qui ont tendance à mal réagir à ce genre de discussion parce que, comme tu as dit, on le prend personnellement. Tu vois, on se dit, ben voilà, elle est en train de me pointer du doigt, peut-être qu'elle n'a pas envie de moi, elle trouve des excuses. Donc, il y a toutes sortes de réactions qui sont pas toujours saines. Mhm. Mais dans tous les Tout cas, à fait. la solution, c'est d'en parler. C'est vrai, parce que dans ce cas-là, tu dois te poser la question, si je continue comme ça à garder le silence et à souffrir et avoir des rapports qui me font du mal Hmm. et à avoir de la rancune pour mon partenaire, qu'est-ce qui va se passer? Eh Ouais. ben, vous allez aller droit au mur quoi qu'il arrive. Si j'ouvre la conversation et qu'il réagit de façon et qu'il se sent coupable, qu'il se sent euh, visé, euh, il y aura quand même une solution après cette conversation-là. Donc ça veut dire qu'il faut faire un travail sur ce que lui il ressent à ce moment-là. Peut-être une thérapie de couple, peut-être voir quelles sont ses insécurités, mais au moins on va pas droit au mur. Hmm. Ouais, tu as raison. Et j'étais en train de me dire aussi quelque chose, peut-être à de la difficulté qu'on a à aborder ces sujets. Là, je parle pour les femmes qui accouchent. Cette difficulté, peut-être qu'elle vient du décalage entre ce qu'on nous vend comme étant l'expérience d'être une jeune maman, qui est une expérience, comme tu as dit, qui est un peu enfin, je sais pas c'est quoi le terme en français, romancisé ou le romanticisé? Bref, Ouais. on, Moi on j'ai inventé un l'embellit. mot tout à l'heure. Ouais. Oui. Donc en gros, on nous vend une histoire assez belle, assez rose, que une fois Mm. que tu seras maman, tu vas voir l'excès Ouais. d'affection pour ton enfant. Tu vas comprendre, Mm. peut-être si tu n'étais pas convaincu du fait d'avoir des enfants, ben maintenant tu vas comprendre à quel point c'était incroyable et que tu as perdu du temps avant de l'avoir et machin. Donc il y a un Ouais. décalage entre l'image qu'on nous vend, qui est une image un peu Netflix, et la réalité Mm. qui dépend de la personne, tu vois, et qui est souvent différente. En tout cas, quand j'en ai parlé à des filles, à des jeunes mamans, ou même des mamans en général qui ont fait un peu d'introspection sur elles disent, oui, là, c'est complètement, ça dépend des filles et c'est différent. Et c'est pas toujours aussi rose et parfois c'est compliqué. Parfois tu as des dépressions qui sont même pas reconnues parce que on met ça sur le compte des hormones et compagnie. Mais bref, Mm. est-ce que tu penses que le décalage à ça, ouais, il joue sur le fait qu'on n'arrive pas vraiment qu'on culpabilise, qu'on se dit peut-être que nous on est différentes et qu'il faudrait qu'on garde ça pour nous parce que Mm. it's not supposed to, enfin c'est pas censé être comme ça, tu vois. Complètement, complètement. Je pense qu'il y a un grand sentiment de shame, comment on dit shame, de honte. De honte, ouais. De honte quand tu accouches et que tu ne te sens pas comme tu es censée te sentir, c'est-à-dire épanouie, heureuse d'être maman, Hmm. en forme et en charge de tout ce qui se passe. Euh, Moi, je l'ai complètement ressenti et ça m'a pris beaucoup de temps d'en parler. Mhm. euh, Parce que j'étais perçue comme quelqu'un qui se plaignait quand j'en parlais avec ma famille. Mhm. Euh, ouais, j'ai entendu des trucs du genre Gouli Hamdoullah ou Skti, tu vois. Ah oui, Ton pour les gens qui bébé, il est en comprennent pas bonne l'arabe, santé. c'est remercie Dieu et tais-toi. Voilà, c'est ça. Hmm. Euh, Parce que j'avais du mal à. Enfin, franchement, j'avais du mal à. J'allais dire survivre. C'est un peu Hmm. dramatique, mais psychologiquement, ouais, c'était difficile. Euh, Il y a une espèce de d'attente sur toi Mhm. qui dit bon, voilà, tu viens de donner la vie. Mhm. Euh, Quand tu es mariée, tu as ton rôle de femme. Mhm. Pour certaines, il y a le travail aussi, il y a la maison à maintenir. Mhm. Donc, tu as genre trois, quatre choses à jongler et on te fait croire que c'est possible de tout jongler de façon épanouie et facile, etc. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Et c'est aussi acceptable d'avoir du mal et de demander de l'aide. Mais ça, Hmm. c'est rare qu'on l'entende en fait. C'est rare qu'on te dise, écoute, euh, si tu galères dans ta relation de couple, bah, va voir quelqu'un. Si ça va pas psychologiquement, va voir quelqu'un. Tu vois, ça, personne ne te le dit. On te dit juste, ça va aller avec le temps. Mais non, Hmm. le temps, ça fixe pas tout, en fait. Ça règle pas tout, le temps. Oui.
Au contraire, parfois, le temps fait que les choses empirent et c'est ce qui s'est passé dans mon cas aussi. C'est des Mhm. années et des années à essayer de tout gérer et à croire que c'était moi le problème. Tu vois, comme tu disais, Ouais. à cause de cette image qu'on nous apprend, qu'on nous inculque, de la Mhm. femme parfaite, de la mère parfaite, de la femme au foyer, etc. Et ben, quand on n'arrive pas à performer dans cette image-là, on croit que c'est nous le problème. Donc, on essaye de régler des critères qui, en fait, au final, ne sont pas les critères qu'il faut changer. Mhm. Ouais, ouais, je comprends. Et est-ce qu'on t'avait, là, tu me fais penser à un truc, est-ce que tu avais reçu des conseils avant d'être maman et qui se sont avérés complètement, complètement nuls, tu vois, des conseils non, non utiles? Ah, c'est une très bonne question, ça. Je suis sûre à 100% qu'il y a des trucs qu'on m'a dit que, après avoir essayé, j'ai dû me dire, mais n'importe quoi. Mais franchement, en tout cas, tout ce qui est sur ton bébé à toi et sa situation, Mhm. genre, si ton bébé à toi, il n'arrive pas à dormir, il y a 15 000 personnes qui vont dire, non, mais tu devrais faire ci et ça. En général, ça, c'est des conseils de merde. En général. Mais ouais, dans les conseils genre plus traditionnels, je sais pas, je suis sûre que ma mère, elle a dû me dire de pas trop solliciter mon mari, tu vois, pour pas qu'il soit Mhm. débordé lui aussi de son côté. Euh, alors qu'au final, ouais, non, je pense que j'aurais dû le solliciter beaucoup plus et Ouais. surtout insister pour qu'on m'aide psychologiquement, parce que j'ai pas insisté en final. Enfin, je sais pas si on est censé insister. Déjà le Je pense fait. que oui. Je pense que oui. Ouais, Zama, je comprends ce que tu veux dire. Tu n'es pas censé insister dans le sens où idéalement, euh, tu devrais pouvoir faire passer le message la première fois, mais je crois que quand on est mhm, un peu en détresse, il faut insister. En tout cas, mhm. il faut pas se taire, quoi. Ouais. Ouais, ouais, donc il y avait toujours ces conseils un peu qui reviennent au fait que si tu n'obtiens pas l'aide dont tu as besoin, ben, sabré, sois patiente et continue toute Hmm. seule, tu vois. Est-ce qu'il y a eu des conseils sur ta sexualité qui se sont avérés d'être des conseils de merde? Alors, sur la sexualité, non, malheureusement parce que c'était pas un sujet que Vous j'avais en parlez avec pas. qui que ce Hmm. soit, ouais. Hmm. J'aurais voulu avoir un ami ou une amie avec qui j'aurais pu débriefer sur la sexualité après l'accouchement, des trucs comme ça, mais vraiment, il y avait personne. Hmm. La Et à solitude. contrario, est-ce qu'il y a eu est-ce qu'il y a des conseils que tu aurais aimé qu'on te donne, tu vois? Maintenant, avec du recul, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise pour te préparer à ta vie de jeune maman? Alors, le premier qui aurait... J'en reviens y en avoir 10, tu sais. C'est clair, je me dis alors, 1/12, T'as combien de temps devant toi? j'ai tout le temps qu'il faut, vas-y. Non, mais le premier, le plus important, c'est vraiment après l'accouchement de prendre son temps, de Mhm. pas forcer la pénétration, surtout parce que ce qui se passe quand on force, c'est qu'on crée un trauma qui vraiment va avoir des séquelles sur des mois, voire des années, que ce soit physique ou psychologique, tu vois. Donc, Mhm. la première chose que j'aurais voulu qu'on me dise, c'est oh, si ça fait mal, c'est pas normal. Mhm. Ouais. Aussi simple que ça. Et donc, il faut faire quelque chose. Il faut, que ce soit psychologique ou physique, il faut faire quelque chose pour régler la situation. Ça, c'est le premier. Mhm. Euh, ouais, après, franchement, c'était surtout par rapport à la communication. J'aurais voulu qu'on m'apprenne à mieux communiquer avec mon conjoint pour améliorer nos rapports. Mhm. Ça, c'est pas mes parents qui m'auraient appris ça. C'est pas. Moi, je suis en Angleterre. Le service médical en Angleterre, il est très détaché. Il n'y a pas vraiment de rapport où tu connais ton médecin, tu connais ta sage-femme. T'as Mhm. pas vraiment de sage-femme. C'est très, tu vois une personne à chaque fois qui est différente en fait. Non, t'as pas le temps de créer une confiance ou Mm. un terrain où tu peux. Mhm. Ouais. Et l'autre conseil que j'aurais voulu qu'on me donne, c'est bah, demande à des professionnels qui seront là pour toi de façon personnalisée. Donc,
je mentionne souvent la thérapie. Bon, maintenant, moi, je fais du coaching, du coup, mais je savais même pas que ça existait le coaching. Si Ouais. j'avais su, j'aurais adoré avoir un coach en relation ou même en sexualité. Tu vois, moi, c'est un Ouais. sujet que je commence à aborder avec mes clients Mhm. et c'est tellement libérateur d'avoir un espace où tu peux parler de ces choses-là sans jugement. Ouais. Parce que quand tu as ces conversations-là avec tes sœurs, c'est bizarre, tu vois, tu peux pas trop, même Il y a une avec retenue. tes amis. Ouais, il y a une retenue. Même avec les amis, c'est pas quelque chose que tu peux pas te lâcher à 100% et tu veux pas aussi révéler des choses sur ton conjoint que t'aimerais pas que Oui, tes oui, amis. Mm. c'est vrai. Donc demander de l'aide aux personnes compétentes. Et ouais, il y a un autre conseil. Euh, ouais, je dirais, bah, ça revient un peu avec le premier, mais prendre son temps et vraiment euh, développer une complicité à l'extérieur de la sexualité qui va faire que la sexualité sera encore plus magique. Parce que après l'accouchement, surtout quand c'est le premier bébé, tout change. Donc il faut vraiment travailler sur recréer une routine qui va fonctionner avec cette nouvelle arrivée dans la famille, tu vois. Et insister pour qu'on se voit, pour qu'on sorte, pour qu'on fasse encore des choses en tant que couple. Ouais, absolument raison. Moi j'avais pensé aussi à un truc, mais je sais pas ce que tu en penses. C'est aussi par rapport à la question de culpabilité, tu vois, de pas ressentir suffisamment d'amour ou là, autant d'amour pour son enfant que ce qu'on nous dit, qu'on entend un petit peu tout le temps, qu'on est censé être débordé d'amour tout le temps pour notre enfant, de jamais regretter. Ça, c'est tout un sujet. Il y a des recherches sur la question. Parce qu'on demande beaucoup aux femmes, tu vois, qui n'ont pas d'enfants, est-ce qu'elles regrettent, mais on Ouais. ne demande jamais à des femmes qui ont des enfants si elles regrettent d'en avoir. Donc, ça Parce qu'on aussi, c'est présuppose intéressant. que c'est pas possible. Ouais. Ouais. Ouais, tout à fait. Bah, ça, du coup, ouais, complètement. Donc, là-dessus, ce que j'ai envie de dire aux femmes qui viennent d'accoucher, c'est il faut accepter qu'on a les sentiments qu'on a, les émotions qu'on a, que ces sentiments sont valides, que ce soit la culpabilité ou la rancœur contre son enfant, ou la peur, ou quoi que ce soit, il faut accepter et s'autoriser à ressentir ce genre de choses. Donc, vraiment lâcher la culpabilité parce que la culpabilité, ça nous aide pas du tout, que ce soit à avancer sur le point de vue personnel ou en tant que mère, et dans notre couple aussi. Donc, ouais, à 100%. Et pour aider dans cette démarche, il faut s'éloigner des gens qui sont toxiques et qui, eux, vont te faire culpabiliser parce que tu es d'une certaine façon ou tu fais pas certaines choses ou que tu corresponds pas à l'heure idéale de ce qu'une mère devrait être déjà. Donc, s'éloigner un peu de ces gens, même si c'est ta famille, c'est pas grave. Prends tes distances avec ces gens qui te disent que c'est pas normal si t'es pas comme ça, comme si, que tu passes pas autant de temps avec ton enfant, que t'arrives pas à développer une certaine relation avec ton enfant. Ça, c'est des signes de dépression postnatale. C'est pas une question d'être normal ou pas normal. C'est une question de prendre soin de soi et de vraiment de soigner cette dépression parce que c'est une maladie, c'est pas une malédiction, tu vois, c'est pas sahur ou là, je sais pas quoi. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais franchement, il faut normaliser ces sentiments-là de culpabilité, de difficulté à créer une relation avec son enfant et tout, c'est normal. C'est pas aussi exceptionnel qu'on essaye de nous faire croire. Absolument. Ouais. Et toi, c'était quoi un peu ton parcours pour que ça aille mieux? Ça a pris combien de temps? Tu as fait quoi pour dépasser les difficultés que tu as eues? Alors moi, ça m'a pris déjà 3 ans pour embaucher une psy. Donc pendant 3 ans, c'était des hauts et des bas. Pendant les bas, c'était l'impression que je faisais tout de travers en tant que mère et femme, épouse. Euh, et ensuite, après ces 3 ans-là, il y a vraiment eu un moment où je me suis rendu compte que, au final, je faisais de mon mieux et que plus je prendrais soin de moi, plus je serais apte à améliorer ma relation avec ma fille. Donc,
ouais, ça a été libérateur. Enfin, j'aurais voulu que ça prenne pas 3 ans, hein, tout ça, mais Ouais, j'imagine, ouais, mais bon. ouais. Donc, ouais, je dirais l'élément déclencheur pour moi, ça a vraiment été de demander de l'aide. Et Mhm. maintenant, j'ai aussi réalisé que c'était pas grave si j'avais pas vraiment kiffé les premières années de la vie de ma fille, que c'était très difficile pour moi et que maintenant qu'elle a 5 ans, que elle est complètement différente, qu'elle peut parler, elle peut jouer, on peut rigoler, on peut danser, Mhm. je kiffe vraiment et que parfois c'est aussi ça, être un parent, c'est euh, ne pas forcément adorer chaque jour, chaque année, chaque expérience, etc., mais accepter qu'on est des êtres humains et qu'on a le droit d'avoir des préférences aussi sur la tranche d'âge Ah de oui, ce qui se passe. Ouais, parce que ça aussi, c'est un mythe, tu vois. C'est genre, on nous dit, quand t'es parent, t'es censé tout prendre, tout aimer ou rien du tout. Mais non, en fait, tu sais, t'as le droit de dire, moi, j'ai pas forcément kiffé la première année parce que je dormais pas. Voilà. Il y a des gens qui disent, mais non, mais tu as c'est tellement génial. raison. Mais ouais, pourquoi vous mentez? Pourquoi les gens mentent? Ouais, tu sais, malheureusement, le genre de sujet, en fait, je pense que quand tu creuses un petit peu, quand tu parles aux gens individuellement, les gens avouent effectivement qu'il y a des périodes qui sont juste beaucoup plus compliquées, des périodes qui sont pas du tout agréables, parce que, comme tu as dit, on est des êtres humains, tu vois, on a des préférences, mais en public, tu vois, en société, on n'a pas envie d'être le premier à le dire, tu vois, parce que on va nous coller l'étiquette pour les femmes, ah, t'es une mauvaise maman, ah, t'aimes pas tes enfants, ah, mais moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, Zama, j'étais pas forcément un enfant enfin, comment on dit ça? Très aimable tout le temps, tu vois. Donc, j'en veux pas, j'en voudrais pas à mes parents s'ils me disent, bah écoute, je sais pas, entre 13 ans et 15 ans, t'étais insupportable, tu vois. Et je dis, bah ok, tu vois ce que je veux dire. Et c'est le cas Ouais, aussi pour les nouveau-nés, à n'importe quel âge. ça va avec l'idée de se détacher du jugement des autres aussi. Hmm. Ouais. Mm. Ça, c'est un travail important à faire, que ce soit dans son rôle de parent, d'époux, ou même en général dans ta vie de tous les jours. C'est vraiment un truc libérateur, quoi, de se dire, bah moi j'ai décidé d'être comme ça, je l'assume. Mhm. Et si les autres ne sont pas contents, ben c'est leur problème, c'est plus le mien en fait. Moi aussi, Mhm. on m'a dit que j'étais une mauvaise mère parce que j'avais fait des choix à des moments où voilà, j'ai privilégié ma vie professionnelle ou ma santé mentale. Mhm. Euh, pour moi, à ce moment-là, c'était ce qu'il y avait de mieux à faire et je l'assume, je l'accepte. C'est pas le business des autres, tu vois, c'est pas les affaires des autres. C'est ma vie, c'est celle de mon enfant, donc c'est à moi de prendre ces décisions-là et de me dire que Mhm. je m'en fous en fait de ce que pensent les gens. Ouais. Mais ça va aussi avec la culture, malheureusement. Je C'est veux vrai dire. que nous deux, on vient d'une culture où ouais, c'est difficile de parler de ça. Donc, et puis c'est difficile de se détacher du regard des autres parce qu'on existe aussi, enfin, heureusement de moins en moins aujourd'hui, mais on existe quand même souvent à travers ce que les autres pensent de nous. Donc, c'est un travail qui prend du temps sur soi, Mm. mais qui en vaut la peine, je crois. Enfin, j'en suis sûr qu'il en vaut la peine à la fin. À 100%, ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai la chance de le voir avec mes clients. Mhm. Enfin, je pense que quand tu changes du tout au tout, comme moi j'ai changé ces dernières années, tu le vois pas forcément parce que t'as pas ce regard extérieur sur ton évolution. Mhm. Mais avec mon travail, alhamdoulilah, j'ai la chance de voir ça chez les gens. Du Mhm. coup, ça me permet aussi d'avoir des réflexions sur mon trajet à moi aussi personnellement. Et ouais, c'est Mhm. définitivement quelque chose qui est, ouais, c'est primordial et ça vaut le coup, même si c'est difficile. Même si tu perds des gens aussi sur le chemin, hein, parce que Ouais. surtout quand tu commences à dire aux gens que tu t'en fous de ce qu'ils pensent, que si toi tu veux être une mère comme ça ou comme si c'est pas leurs affaires, c'est Mhm. pas tout le monde qui va le prendre de façon positive, hein. Ouais. Moi, il y a eu des moments où ma mère, elle me parlait plus, hein, à cause de mes choix. Donc, ouais, c'est des sacrifices. Mais au final, il faut savoir mettre des limites. Ouais. Et ça vaut toujours le coup, je pense. Ah, tu as absolument raison. Ouais.
Bon, une question pour finir, tant qu'on est un peu dans le preach. Si, si tu imagines, bon, on se met dans un contexte marocain pour situer un peu le truc. Euh, Imagine, tu as 1 minute ou 2 minutes à la radio, dans une heure de très grande écoute, pour faire passer un message autour du sujet d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dirais? Tu peux prendre du temps pour réfléchir, t'as pas besoin de... Alors, ce que je dirais, c'est que après avoir donné la vie ou quand on est enceinte, c'est très important de réapprendre à se réapproprier son corps déjà, Mhm. apprendre à accepter ce qui se passe dans notre tête et dans notre corps, réapprendre à s'aimer tel qu'on est, à faire de la place pour sa personne à soi en dehors de l'être humain à qui on vient de donner la vie et vraiment s'entourer des gens qui vont favoriser ce chemin positif-là et non pas l'inverse. Il y a cette conception que l'amour-propre et la confiance en soi, c'est des choses qui sont acquises, que soit tu les as, soit tu les as pas, mais en fait pas du tout. C'est des choses qui s'apprennent et parfois on oublie comment faire parce qu'il y a des choses qui se passent qui font qu'on change, comme l'accouchement. Et à ce moment-là, il faut réapprendre à faire ces choses-là. Et moi, c'est quelque chose que j'ai pas fait tout de suite et que vraiment j'encourage les femmes qui accouchent à faire dès que possible pour pouvoir créer une belle relation avec leur enfant et avec elles-mêmes surtout, et leur conjoint aussi au passage. Hmm. Parfait. J'espère Et que ça puis ne va. googlez pas, Exactement. ne googlez pas, allez voir des professionnels à qui vous faites confiance. Ne restez pas éveillé toute la nuit sur Google à vous poser des questions existentielles. C'est tellement ça. Bah, merci beaucoup, Soumaya, pour vraiment ce magnifique échange. Magnifique. Ah, je te promets, vraiment, je suis très Est-ce très que tu veux content un enfant maintenant ou pas? Je peux pas répondre on the record. Je te répondrai une fois qu'on aura arrêté l'enregistrement. Offline, off the Offline. record. Ok. Non, non, mais vraiment, je pense que, ma blague à part, c'est extrêmement utile ce que tu as dit et tu as les bons mots pour le présenter. Et je suis sûr que les filles, ou que tout le monde, en fait, les filles, les gars qui vont écouter de l'épisode, ça va leur ouvrir les yeux sur plein de choses. Ouais, et puis aussi encourager les mecs à essayer de mieux comprendre ce qui se passe dans le corps d'une femme quand elle accouche et après aussi, ça serait génial, tu vois. Juste pour faciliter un peu ces communications pour les filles qui ont du mal à exprimer déjà à la base leurs sentiments et leurs galères, ça pourrait être bien aussi qu'on s'y mette tous, tu vois, qu'on sache ce qui se passe, même si tout le monde est différent, Mhm. juste d'avoir une idée un peu scientifique de ce qui se passe en termes d'hormones, de muscles, etc., de comment aider et comment être là pour la personne. Absolument, absolument. Oui, il faut communiquer. Ça, c'est aussi, je pense, le conseil de chaque, de chaque épisode, en fait. Grave. À la fin, C'est incroyable. On a un seul moyen en tant qu'être humain de faire passer nos idées aux autres personnes qui nous entourent, c'est de les verbaliser, en fait. Il y a exact. personne ne lit nos esprits, et puis c'est difficile, mais il faut le faire. Il faut essayer de le faire, en tout cas. C'est pas toujours facile. Il faut apprendre à le faire de façon effective. Absolument. Ok, bah écoute, je suis très content d'avoir fait cet épisode. Merci à pense toi que pour l'invitation. c'est un service public que tu viens de rendre. Et c'est pas une blague, hein. Là, je te parle très sérieusement. Merci. Et puis, moi, je suis ouverte à la conversation. S'il y a des femmes qui ont besoin de parler, je sais que moi, je me sentais très seule. Ouais. Donc, vraiment, il faut pas hésiter. Vraiment, ouais. Je le dis et ça vient du cœur parce que là, je viens d'avoir un flashback de moi me sentir seule Ouais. quand j'étais enceinte. Je sais que ça fait la différence d'avoir une conversation avec une femme qui est passée elle par aussi, là, qui est passée par là, ouais. Ouais, écoute, les gens qui écoutent cet épisode, contactez Soumaya. De toute façon, je vais laisser ton contact, la description. Et bah oui, enfin moi j'encourage aussi
tout le monde, n'importe qui, que ce soit dans le cadre d'une nouvelle maman ou dans la vie en général, d'aller voir des gens qui peuvent nous aider, parce que dès que le mythe de s'en sortir tout seul contre vents et marées, ça correspond pas à la réalité en fait. On a parfois besoin de quelqu'un qui nous aide. Ouais, c'est clair. Tu peux le faire tout seul et ça va prendre du temps, ou tu peux le faire avec quelqu'un et ça sera plus facile. Ouais, absolument. Bah écoute, Soumaya, c'était vraiment cool. Merci beaucoup. Merci à toi. Et je te fais un câlin virtuel corona free à distance. All right, got it. Ça marche? Ça marche. Merci beaucoup. À bientôt.